Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 12 février 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Hier, j'ai donc assisté au lancement de ce livre, Martin Lemay, ancien député péquiste de la circonscription Sainte-Marie-Saint-Jacques, et non pas Ville-Marie, comme je l'ai dit hier dans ma vidéo, mais cependant, il a été maire d'arrondissement de Ville-Marie de 2001 à 2005. La méprise est donc explicable. Alors, je vais essayer de faire le lien entre diverses conversations que j'ai eues hier et certains commentaires qu'on m'a fait, avec également ce petit livre, ceci, que j'ai commencé à lire, Gustave Le Bon, le célèbre auteur de la psychologie des foules. Et il y a quelque chose de frappant dans cet ouvrage. Je connaissais un peu les théories de Gustave Le Bon, hein, qui a été un des premiers à penser le concept de foule, qu'on pourrait pas traduire, mais qu'on pourrait rapprocher à celui de horde de Freud. Et Freud lui reconnaissait également une très grande importance comme étant un de ceux qui a fait le plus avancer l'inconscient collectif. Et cet inconscient-là collectif, eh bien, m'apparaît malmené de tous côtés. Est-ce que le capitalisme consumériste dans lequel nous sommes englués, est-ce qu'il attaque, est-ce qu'il gruge l'inconscient collectif? Assurément, il l'arnache, il le détourne à son profit, comme une grande rivière qui aurait été cadastrée par des barrages et dont on détourne le cours. Assurément, c'est le cas. Il le détourne, il l'entoure et il le détourne. Mais est-ce qu'il l'appauvrit en même temps? Vaste question, et j'en suis encore à me demander ce qui s'est passé au printemps 2012 pour qu'un peuple si peu manifestant que le nôtre se soit retrouvé comme ça des centaines de milliers de personnes dans la rue pendant des soirs. Que s'est-il passé au juste? Alors peut-être que nous pourrons trouver quelques réponses dans ce livre de Gustave Le Bon, mais assurément, je pense que Jean Charest a égratigné l'âme d'un peuple. Parce que c'est assez étonnant de retrouver sous la plume de Gustave Le Bon, précisément, ces mots d'âme et de peuple. Et ce que me disait Martin Lemay, on a échangé quelques mots à peine, vous savez comment c'est les lancements. C'est pas le temps de se lancer dans de grandes conversations. J'aurais pu assister au souper qui a été donné par la suite, mais les journées sont fort longues et très occupées. Ce qu'il me disait, lui, je lui demandais pourquoi, entre autres, il avait cessé d'être député, parce que Martin Lemay, député péquiste, de une circonscription qui est là, qui est aux mains du Parti québécois depuis plus de 40 ans. C'est un château fort péquiste. Et il me disait que c'était pour écrire. Je ne mettrai pas ici en doute sa parole, mais j'avais pas l'impression qu'il me disait toute la vérité. Mais ça, c'est... Je me méfie des raisons uniques, vous le savez. Hein. J'ai fait mienne depuis longtemps la formule de Bordienne. Il y a toujours deux raisons à une chose. Il y a la bonne raison et la vraie raison. Et la bonne nous sert toujours de paravent pour dissimuler la vraie. Alors, j'avais eu envie de lui poser, de lui demander la question, mais quelle est la vraie raison, M. Lemay? Alors, mais ce qu'il disait cependant, M. Lemay, c'est que pour lui, le nationalisme ne se réduisait pas à des questions territoriales
ou économique, que le nationalisme embrasait toute la nation, que c'était tout ce qui la caractérisait, son histoire, sa psychologie, sa mentalité, ses intérêts financiers, ses intérêts politiques, sa place dans le monde, sa place face à l'autre, et que lui se désolait beaucoup, beaucoup que nous ayons, chez beaucoup d'indépendantistes, adopté une sorte de mépris à l'égard du mot nationalisme. Et il y voyait là la funeste influence d'un Pierre Trudeau qui a voulu substituer au nationalisme québécois le nationalisme canadien. On le voit présentement aux Jeux olympiques, qui sont, selon nous, d'une extrême violence dans sa symbolique. Hein? Un village olympique qui est ceinturé par les murailles, où le moindre athlète, le moindre spectateur est espionné par une quantité incroyable de caméras, un dispositif de sécurité invraisemblable, et aussi toute la représentation de ce qu'est l'excellence, ce qu'il en coûte pour arriver là, à grimper sur le podium, tous les sacrifices, pas juste les sacrifices individuels, mais les sacrifices collectifs que cela suppose, une dépense invraisemblable, pas juste une dépense de temps, d'argent ou d'énergie, mais une dépense symbolique. Et j'écoutais la troisième sœur, dont les Dufour, quelque chose, le nom m'échappe ici, qui, elle, n'avait pas réussi à grimper sur le podium, et une oreille fine pouvait quand même entendre toute la souffrance. Elle ne peut pas ne pas se réjouir pour ses sœurs, mais en même temps, pour toujours, elle aura été exclue de cette chose. Alors, cette célébration sans fin de l'olympisme, qui est à l'image de ce que notre société capitaliste nous propose, c'est-à-dire une compétition sans fin les uns contre les autres pour obtenir un millionième de grâce. Ça me fait penser au sacrifice aztèque. Hein? Vous savez, bon, on les enduisait de hashish. Après, on les jetait dans le feu, et ils étaient des élus, ces gens-là. Ils avaient l'impression d'avoir été choisis. On ne les sacrifiait pas sans leur consentement. Oui, là, je me suis égaré. Je me suis tellement égaré. Alors donc, oui, Martin Lemay, un nationaliste, et ça rejoint très précisément la position de Gustave Le Bon. On va voir combien de temps. Attendez-moi. Ouais, déjà 8 minutes 17. Attendez. Bon, ben, je vais vous lire un petit passage. Et ce qui est étonnant, outre, bon, Gustave Le Bon, c'est la qualité d'écriture. Ce penseur écrivait pour être compris. Il n'y avait aucun aspect ésotérique dans sa pensée, pour initier seulement, pour clair, sophistiqué. Son désir était d'être compris par tout le monde. Et c'est très rare aujourd'hui qu'on retrouve cela dans des publications universitaires savantes. Il y a toujours une part de supercherie qui fait écran pour signifier en quelque sorte aussi son rang et son niveau d'appartenance à l'ingénierie, hein, universitaire. Mais il n'y a pas de ça chez le professeur, chez le docteur Gustave Le Bon. Alors, c'est très, très, très frappant, cette qualité d'écriture. La limpidité. En fait, je comprends tellement tout que je me demande s'il a raison. Vous voyez un peu comment on a été conditionné par la sophistication. Le sophisme, quoi? On rappellera simplement que les débouchés les plus importants en sciences humaines sont les sciences politiques, la sociologie et
Le troisième m'échappe, décidément, du danger de l'improvisation. Mais tout ça pour dire que les institutions ont besoin de clercs qui manient le langage pour maintenir les choses en état. Et c'est pour ça qu'on a affaire à plein de gens qui nous disent un paquet de choses absolument incompréhensibles ou encore qu'elles le sont trop, mais qui nous enfarinent solidement. Alors, la lutte du pacifisme contre la notion de patrie. Hein, on peut retrouver ça d'ailleurs, on retrouve ça encore en ce moment. Une certaine gauche préfère la notion de lutte des classes à celle de nation. D'après ces propagateurs, le pacifisme devait amener la fraternité des peuples et, comme conséquence nécessaire, la disparition de l'idée de patrie. Ouais, ici, on est en 1920, 2 ans après la guerre, et 2 ans après la Première Guerre mondiale, et c'est justement, première conséquence de la guerre, c'est le titre de l'ouvrage, transformation mentale des peuples, paru en 1920. Cette fondamentale notion de patrie était très combattue par les socialistes auxquels se joignait une compacte cohorte d'universitaires. Il leur semblait tout à fait absurde qu'une frontière empêchât les hommes d'être des frères. Et ici apparaît, une fois encore, le danger de vouloir juger avec la raison des forces indépendantes de son domaine. Où en serions-nous aujourd'hui si l'âme des foules n'avait pas vu plus juste que celle des rhéteurs? Prétendre disséquer des concepts sociaux au nom de la logique rationnelle sans tenir compte de leur soutien affectif ou mystique et s'exposer à juger absurdes les fondements les plus essentiels de la vie des peuples. Alors, notre Gustave Le Bon n'est pas un esprit religieux, là, ici, il faut le noter. Devant la subtile critique des intellectuels, la notion de patrie semblait s'effondrer, faute de contenu. Sur quoi la faire reposer, en effet? Est-ce sur la communauté de langue? Non, puisque les diverses provinces d'un même pays, Suisse, Autriche, etc., parlent des langues dissemblables. Est-ce sur la communauté des intérêts passés? Non encore, puisque les différentes parties d'une même nation, la France par exemple, furent pendant longtemps en lutte. Les socialistes surtout ne manquaient pas de raisons pour rejeter cette notion de patrie. En quoi un ouvrier, ne possédant rien, peut-il s'intéresser au pays où il vit? La patrie de l'ouvrier n'était-elle pas son groupe professionnel, qu'il fût allemand, anglais ou français? Pourquoi, disait un socialiste célèbre devenu depuis ministre, pourquoi voulez-vous qu'ils aiment leur patrie, ces travailleurs, qui ne connaissent d'elle que les injustices sociales? À quoi bon d'ailleurs tant de discussions sur une notion désuète, défendue seulement par des bourgeois bornés? N'est-on pas certain que l'âge des guerres se trouvait clos pour toujours et qu'au besoin la démocratie ouvrière saurait empêcher de nouvelles luttes? N'existait-il pas d'ailleurs à La Haye un tribunal international chargé de résoudre les conflits? Donc, plus de lutte entre peuples et suppression définitive des armées permanentes. Tous les hommes étant frères devaient proclamer une paix universelle. Leur seule patrie était le genre humain. La déclaration de guerre par l'Allemagne et les menaces de destruction qu'elle impliquait pour la France suffirent à faire revivre instantanément
dans leurs âmes l'idée de patrie. Au mieux, la firent surgir de l'inconscient où elle était ancrée, même chez les pacifistes qui s'y croyaient soustraits. En temps normal, la patrie restait une abstraction, assez vague, un peu lointaine, et dont l'utilité n'apparaissait pas nettement. La guerre l'a dégagée des nuages qui l'enveloppaient et lui a donné les contours d'une très tangible réalité. Chaque citoyen comprit tout à coup que la patrie, c'était lui-même, et qu'en la défendant, il se défendait. Devant cette évidence, la vanité des théories pacifistes s'est révélée même à leur auteur. Ils ont sûrement regretté leur incompréhension le jour où la déclaration de guerre démontra, aux esprits les plus obscurcis par de byzantines discussions, qu'un principe capable de soulever des millions d'hommes prêts à se faire tuer pour le défendre constituait, par le seul fait de son immense pouvoir, une très solide réalité. La puissance d'une idée ne trouve pas sa valeur rationnelle. Bien que très erronée, beaucoup de croyances religieuses et politiques ont soulevé le monde. Ils auraient donc pu en être de même pour l'idée de patrie, qui elle aussi est devenue une véritable religion. Or, cette religion se trouve, au contraire, reposée sur un fondement très rationnel. La patrie représente en effet l'ensemble de toutes les forces ancestrales condensées en nous-mêmes. La défendre, c'est défendre à la fois le passé, le présent et l'avenir d'une race. Les multitudes qui se font actuellement tuer pour elles sentent inconsciemment cette vérité étrangère à la casuistique des théoriciens, convaincus que l'univers est conduit par la logique de leurs livres. Ben voilà. Alors on a bien compris ici. Il y a des choses absolument. Je vais y revenir, si vous le permettez. Je vais continuer d'avancer dans ma lecture. Première conséquence de la guerre de Gustave Le Bon. Mais il s'est passé quelque chose lors du printemps 2012, comme si Jean Charest, d'une certaine façon, et sa clique là, de gangsters, n'ayons pas peur de le dire, d'affairistes, d'arrivistes, avait touché à un nerf sensible de l'inconscient collectif québécois, qu'on nous dénie sans relâche pour l'englober dans un plus vaste inconscient collectif canadien, auquel assurément nous appartenons aussi comme figure. Et réciproquement, il faut bien le dire. Mais on n'en a pas fini avec ces histoires d'inconscient collectif. Et j'ai l'impression qu'en ce moment, la grande éradication de ces notions de peuple font qu'on se prépare peut-être des réveils assez douloureux. Les concepts de cosmopolitisme ont été extrêmement en vogue au lendemain entre les deux guerres. Et on connaît la suite. Ça s'est terminé par un véritable massacre. Et tout ce qu'on refoule en ce moment, je crains fort que cela nous explose au visage. Je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Alors, prenez la suite. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez également me visiter à ma page, à ma librairie d'Occasion et Ancienne, le livre Voyageurs. Vous pouvez également me téléphoner en 514-736-0999. Et vous pouvez également, si le cœur vous en dit, allez vous balader sur ma plage Facebook. Merci, bonne journée.